Après une semaine d'absence, ça y est, je reviens pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, pas de graphique à vous présenter, je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous présenter 4 romans que j'ai lus dernièrement. Alors, j'ai de quoi tourner 2 updates à peu près, donc j'ai réparti les lectures sur les 2 updates. À peu près, pour que ça soit pas toujours trop redondant ou au contraire que ça se rapproche au niveau des thématiques. Enfin, je sais plus comment j'ai fait. Bref, vous verrez. En tout cas, elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Je vais commencer par celui que j'ai lu le plus ancien, ça c'est sûr. J'ai lu La tatoueuse de Jaipur de Alka Joshi, que nous avons lu en lecture commune avec les 2 Claires. Ce titre, moi, c'était pour le printemps des livres. Alors, j'ai pas mon catalogue, j'allais dire, c'est pas ça, mon carnet de lecture. C'était pour la catégorie sur les lectures indiennes. On va suivre Lakshmi, une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui, il y a une dizaine d'années environ, a quitté un mari qui était maltraitant avec elle. Elle s'est retrouvée dans ce mariage forcé par ses parents parce que il y avait pas les moyens de subvenir aux besoins d'une bouche supplémentaire. Et elle s'est retrouvée dans cette situation. Nous, on va la suivre au moment où elle a déjà quitté son mari. Et en fait, elle s'est déjà réinstallée dans une communauté où elle tatoue en fait les femmes. Elle leur fait des tatouages au henné. Elle gagne sa vie comme ça. Et elle gagne sa vie aussi d'une autre façon que je vais vous laisser découvrir, où elle aide les femmes à s'émanciper d'une certaine façon et à garder un petit peu le contrôle sur leur vie. Et donc, on va suivre Lakshmi qui va être rejointe très vite. Enfin, nous, on l'a su au moment où elle va être, où sa petite sœur va la rejoindre, au moment du décès de leurs parents. Alors, Lakshmi, elle sait pas du tout qu'elle a une petite sœur et quand elle va arriver, elle va pas arriver seule, donc elle va être un petit peu déstabilisée. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé le personnage de Lakshmi qui est extrêmement touchant. J'ai trouvé que c'était une vision de l'Inde qui était pas loin d'être parfaite, c'est pas ça, mais qui avait pas ce côté qui des fois, moi, dans certaines lectures qui peuvent parler de l'Inde ou de films qui traitent du sujet sur ce pays, qui traitent du sujet de l'Inde, peuvent me mettre mal à l'aise parce qu'il y a une grosse différence au niveau culturel et des fois je comprends pas les repères. Il y a des choses, par exemple tout ce qui est au niveau des castes et tout ça, c'est quelque chose qui me met assez facilement en colère parce que je ne comprends pas et c'est pas du tout culturel pour moi. Là, il y avait ça évidemment, mais il y a un côté très pas édulcoré, mais très romancé qui fait qu'on s'attache énormément au personnage principal, à sa petite sœur. Et les personnages, j'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs, les personnages ne sont pas du tout, c'est pas manichéen, c'est pas tout noir ou tout blanc. Certains personnages qu'on pensait être foncièrement mauvais se révèlent être foncièrement humains, avec des côtés positifs et d'autres non. Et inversement, pour des personnages qu'on pouvait trouver extrêmement sympathiques, mais en fait il s'avère que c'est pas forcément le cas. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle je me suis plongée avec délice. Elle me sortait de ma zone de confort au niveau du lieu où ça se situait, au niveau de l'écriture. Alors, au niveau de l'écriture, oui et non, un petit peu quand même. Mais par contre, voilà, elle faisait vraiment... ça a été une lecture qui fait voyager en Inde par ses goûts, par ses couleurs, par ses textures. Et c'était vraiment très très chouette. J'ai appris au cours de la lecture que c'était une saga. Alors je crois qu'il y a au moins 3 tomes. Je sais même pas s'il n'y en a pas 4. Je lirai la suite avec plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier. J'ai ensuite 2 lectures très déstabilisantes et une lecture assez lambda. Donc je vais commencer par la lecture plus lambda, même si c'est pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai lues, parce que celle-là je l'ai terminée avant-hier. J'ai lu le 2e tome des Dames de Marlowe de Robert Sorogood chez La Martinière. Il suffira d'un signe. Alors, il y a eu une petite histoire rigolote avec ce livre, c'est que moi, il me manquait 5 pages en plein milieu. Bon, ça m'a pas du tout empêché de m'attacher à la lecture, ça m'a pas du tout empêché de comprendre qui a fait quoi, même, voilà, ça n'a rien empêché du tout. D'ailleurs, La Martinière a eu la gentillesse de me proposer de m'envoyer un exemplaire, ce que j'ai refusé puisque c'était un exemplaire de la bibliothèque, mais ils ont quand même proposé de rectifier le tir. On va suivre ici toujours notre trio infernal qui est composé de... Alors, j'ai les présentations, donc je vais vous les mettre en même temps. Judith Potts, qui est une jeune femme, non, pas une jeune femme, une vieille dame d'un certain âge, qui se baigne dans la Tamise tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige.
Bex Starling, qui est la femme du révérend. Où est-ce que, alors, où est-ce que, la femme du vicaire, pardon, elle est là, c'est parce que j'ai regardé, j'avais un doute. Et enfin, nous allons suivre Suzy Harris, une femme qui est plutôt dans la cinquantaine, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui généralement est assez... elle a un côté, elle est libre quoi. Suzy, elle est libre, c'est un électron libre. Moi, j'aime bien ce trio, je trouve qu'il est bien équilibré. Entre Bex, qui essaye de se conformer vraiment à ce qu'on attend d'elle. Judith et Suzy, elles sont beaucoup plus libres, elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Donc voilà. On va suivre ici Judith, enfin les trois, et surtout Judith qui va être invitée à une fête pré-mariage où c'est le comte, c'est Peter Bailey qui décide de l'inviter parce que il se sent un petit peu en danger. Judith, elle n'a pas envie d'y aller seule, donc elle y va, elle invite Suzy et elle retrouve Bex sur place puisqu'elle est invitée directement. Et quand elles arrivent, tout ça, elles discutent et on entend un grand bruit. Et on découvre le corps de Peter Bailey. J'arrive plus à savoir si c'est un conte, alors du coup, j'ose pas dire. Bref, on le retrouve écrasé sous une armoire, mort. Sauf que la pièce dans laquelle il a été retrouvé mort était fermée à clé et que la clé était dans sa poche. Donc, nos trois mousquetaires vont donc chercher qui a pu commettre ce meurtre. Elles vont être elles vont le faire un petit peu en partenariat avec la commissaire qu'on avait dans le premier tome, qui s'appelle Tanika, je crois. Et c'est assez crédible. Alors, c'est marrant parce que c'est crédible le pourquoi du comment du meurtre. C'est crédible pourquoi elles se retrouvent à enquêter. C'est-à-dire, c'est pas du tout, ça tombe pas comme un gros cheveu sur la soupe, genre, elles ont rien à faire là, et tout d'un coup, elles se retrouvent à enquêter. Ça, c'est super bien fait, c'est très subtil. Enfin, je trouve que c'est bien amené. Et surtout, ce qui est rigolo, ce qui est bien, c'est que le meurtre arrive très vite. Donc, on arrive autour, je crois que c'est même pas dans les 50 premières pages. Ce qui fait qu'on est tout de suite plongé dans cette ambiance Cozy Mystery. Et on va vraiment les suivre en trio. Elles fonctionnent toutes les trois. Elles viennent pas se séparer. On suit principalement Judith, mais on suit aussi les deux autres. On les suit un petit peu de temps en temps seules, mais même ça dure un quart de seconde, quoi. C'est vraiment ce qui fonctionne entre elles, ça va être le trio. Et je trouve ça chouette parce que c'était l'essence du premier tome. Et on a gardé ça dans le deuxième tome, donc ça se lit très très facilement. C'est hyper divertissant. Après, est-ce que j'en aurai des souvenirs pendant des années, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais bien dans cette ambiance et c'est le principal, c'est ce qu'on attend, mine de rien, d'un Cozy Mystery. Je vais passer maintenant à deux lectures extrêmement déstabilisantes, donc je vais essayer de trouver les bons mots pour m'exprimer, sachant que ça fait une semaine que j'ai pas tourné d'update, enfin 2 semaines du coup, et j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait. Chaque fois que je fais une pause dans les updates, ça me fait toujours la même chose. J'ai lu William de Stéphanie Hochet que j'ai reçu en service presse de la maison d'édition Rivage, que je remercie infiniment. Je vous ai dit, j'arrive plus à parler. On va suivre ici, alors Stéphanie Hochet, elle a pris le parti de prendre des années où William Shakespeare a disparu, donc c'est entre 1582 et 1592. De ses 21 ans à ses 28 ans, William Shakespeare va disparaître des écrans. On ne sait pas où il est, les biographes ne savent pas qu'est-ce qu'il a pu faire, donc en fait ce qu'elle va faire, l'autrice, c'est qu'elle va prendre cette partie-là de l'histoire de cet auteur, elle va décider de romancer et de faire sa version, donc de partir du principe que William était quelqu'un qui était fasciné par le théâtre et que il est parti avec une troupe de théâtre et qu'il va découvrir l'écriture et découvrir plein de choses. Et en fait, ce livre va être le prétexte pour l'autrice de faire des parallèles entre ce que peut vivre William Shakespeare et elle, ce qu'elle a pu vivre dans sa vie familiale principalement. Et il y a aussi une partie sur sa vie sentimentale, mais moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la vie familiale. Donc c'est une sorte d'autobiographie fiction, ça doit porter un nom, pour moi c'est autobiographie fiction, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un partage d'expérience, c'est une mise en relation entre de la fiction romancée et de l'autobiographie que je n'avais jamais vue. Et c'est hyper particulier. Alors l'écriture, ça se lit très facilement, hein. C'est pas un très gros ouvrage, mais c'est très particulier et c'est extrêmement percutant parce que l'autrice va nous révéler des choses très, très dures en fait, assez intimes et assez dures sur sa vie de famille. Et alors elle s'étend pas dessus. À chaque fois, c'est dit comme si c'est dit de manière assez simple et assez directe. Et après, on va pas tomber dans le pathos. Elle va vraiment passer à autre chose. Elle va passer à la vie de William. Et du coup, c'est très déstabilisant parce qu'à chaque fois, on se dit mais ok. Ok, moi je sais que quand souvent j'arrivais à la partie de sa vie et que j'avais une révélation qui était dure,
Fait que je pose le bouquin et que je me dise, ok, il faut que je digère un peu parce que c'est dur, quoi. Et c'est très touchant, en fait. C'est un livre qui est extrêmement touchant et que j'ai été contente de découvrir. Je ne serais jamais allée vers cette lecture si je ne l'avais pas reçue en service presse, c'est sûr, parce que le style autobiographie mêlé avec de la fiction, je suis pas sûre que ça m'aurait attiré. Or, j'ai trouvé, après lecture, j'ai trouvé le mélange hyper intéressant parce que c'était parce que le fait de souligner certains éléments mis certains éléments fictifs mis en lumière de la vie de William Shakespeare, c'était vraiment un prétexte et ça marchait très bien. Après, je sais pas, dans mon souvenir, du coup ça fait une semaine que je l'ai lu, très vite viennent se mélanger les souvenirs de l'autobiographie et de la fiction. Et donc ça a créé aussi une relation extrêmement intime avec les souvenirs potentiels fictifs de William Shakespeare parce qu'ils étaient rattachés à une personne humaine réelle. Et je sais pas pourquoi ça a vraiment créé une alchimie où j'ai eu un attachement pour un personnage particulier à un moment donné de sa vie. Et ça, c'était très fort. C'est une lecture que j'ai envie de dire j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé tellement dur par moments que j'arrive pas à savoir. En tout cas, je l'ai trouvé extrêmement déstabilisante. Et je relirai l'autrice avec plaisir parce que j'ai trouvé sa façon de présenter tout ça de manière très subtile. Et ça me plaît de comprendre qu'est-ce qu'elle peut nous proposer par la suite. Enfin, d'essayer pas de comprendre, mais d'essayer de découvrir ce qu'elle peut nous proposer par la suite. Alors, je vais terminer avec une lecture qui est hyper déstabilisante. Là aussi, ça a été compliqué. D'ailleurs, j'ai lu William en lecture commune avec Barbara. Et j'enchaîne avec une autre lecture commune que j'ai faite avec Barbara. Il s'agit de Dr. Blood Money de Philip K. Dick. C'est un livre que j'avais acheté parce que la couverture me plaisait énormément. Il y a toute une série de livres de Philip K. Dick qui sont sortis chez J'ai lu. J'ai découvert en creusant un petit peu que c'est l'auteur de Blade Runner et de Minority Report, et que c'est un auteur de science-fiction des années 70, je pense, qui a été extrêmement connu et qui a eu une vie catastrophique, complètement ravagée par les addictions, et voilà, ça a été très dur pour lui. Je l'ai su après, je l'aurais su avant, je pense que j'aurais compris certaines choses à la lecture de ce titre. On va suivre ici des personnages, on a l'impression qu'on est dans un état du sud des États-Unis, je pense que, je sais même pas si c'est pas dit, ça fait très état du sud des États-Unis, ambiance ségrégationniste à mort, et donc on commence là avec des personnages divers et variés, notamment un personnage handicapé, un personnage noir, et des personnages divers et variés. Pourquoi je souligne ces deux premiers? C'est parce que ça va être des personnages qui vont être mis en lumière d'une façon très particulière dans la lecture, j'y reviendrai après. Et on va suivre donc plusieurs personnages qui vont subir une fin du monde. On ne sait pas très bien comment c'est arrivé, c'est pas très clair. On sait juste qu'il y a eu la fin du monde et que un des personnages pourrait potentiellement être responsable. Donc on va les suivre là-dedans. Il y a des sauts dans le temps qu'on comprend pas très bien parce que des fois on est là, ah et ben non, on n'est plus là, on est 7 ans plus tard. Ah d'accord, ok. Et c'est une lecture qui est très dérangeante parce que alors c'est de la fantaisie, enfin c'est du post-apocalyptique, mais ce qui est drôle, c'est que c'est du post-apocalyptique où il y a une part fantastique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a vraiment un élément de l'ordre du fantastique qui peut être super déstabilisant et qui prend de la place sur la fin d'ailleurs. Hein. Donc si vous n'êtes pas des adeptes de fantastique, bah, c'est pas pour vous. Par contre, si vous aimez bien, par exemple, il y a eu un côté, je pense que je n'aurais pas su que c'était Philip K. Dick, que je n'avais pas lu avant, j'aurais pu penser que c'était du Stephen King, parce que ça vient mélanger cette espèce de côté acerbe, ce côté acide en parlant de certains personnages, où on n'arrive pas à définir très bien son positionnement, alors qu'en fait, dans son positionnement, il dénonce beaucoup de choses, et ça, je l'ai compris après, mais sur le moment, je me suis demandé si il y avait des choses qui étaient à la limite du racisme, et en fait, avec du recul, je pense que ça n'est pas ça, je pense que c'est plus proche de la forme de dénonciation que King utilise, et voilà, il y a une plume qui ressemble beaucoup. Je pense que si on prend les Kings de la même époque, on doit avoir le même type de plume qui est assez déstabilisante. Mais en même temps, si vous aimez King, vous allez aimer Philip K. Dick. Enfin, en tout cas, cet ouvrage, c'est sûr, vous allez aimer. Si vous cherchez du posta, je pense que ça peut vous plaire, mais c'est marrant parce que je vous ai déjà dit, tous les postas que je lis ont tous une forme différente. Je n'ai jamais lu de posta pareil. Et ben là, ça n'a pas
Ça n'a pas dérogé à la règle, ça ne ressemble absolument pas à ce que j'ai pu lire avant. On est vraiment sur une lecture entre le addictif et le dérangeant. C'est assez complexe comme état, c'est-à-dire j'étais vachement bien dedans et en même temps, des fois, j'étais là genre, oh, trop chou. Donc voilà, c'est une lecture qui est très particulière, mais que j'ai bien aimée dans l'ensemble, et je pense que je relirai La Plume de cet auteur, qui reste quand même qui reste un classique. Après, c'est vrai que après recherche, j'apprends un petit peu de lire certains de ses ouvrages selon l'état dans lequel il a pu être par rapport à ses addictions. J'aimerais quand même lire. Il parle beaucoup de Le Maître et du Haut Château enfin pas dans le bouquin, mais dans toutes les bios de Philippe Cadic, ils en parlent. Et après avoir parlé avec des amis, certains ont lu cet ouvrage et m'ont dit que c'était vraiment c'était à lire. Donc je pense que je me retournerai vers cet auteur. Mais au début, il y a quelque chose de un peu malsain dans l'écriture qui peut mettre mal à l'aise, mais qui n'est pas tout le temps là. Je vous dis, comme chez King, où des fois des fois j'adore et des fois je me sens pas bien à la lecture d'un King. Ça va vraiment dépendre des titres. Donc une lecture en soi plutôt déstabilisante, plutôt surprenante. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, comme vous l'avez vu, fut surprenant. Alors, il y a du classique, il y a du roman avec La Tatoueuse de Jaipur. On est quand même sur quelque chose d'assez assez romancé, du léger avec avec Les Dames de Marlowe en quête, et après avec deux lectures assez perturbantes et assez surprenantes avec William de Stéphanie Hochet et Dr Blonnet de Philippe Cadic. Mais après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, ce que vous avez envie de lire. Et des fois, ça fait du bien aussi d'être bousculé dans ces lectures et d'aller chercher quelque chose de nouveau pour se questionner sur tout, en fait. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes plutôt une petite loupe, quelque chose lié à l'Inde, ça peut être de la nourriture. Là, on est plutôt lié au théâtre avec William, donc tout ce qui est attrait aux acteurs et tout ça. Ou avec Dr Blondet, on est sur du posta. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit emoji pour me dire laquelle de ces lectures vous tenterez. Et comme ça, je pourrai découvrir avec vos emojis. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!